Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, le journal francophone mondial, place à notre grand angle. Crise politique, pauvreté, retour de la peste, Madagascar ne va pas bien. Il n'y a pas si longtemps pourtant, la grande île francophone située dans l'océan Indien affichait un taux de croissance de 5%. Aujourd'hui, 92% des Malgaches vivent avec moins de $2 par jour. Alors pourquoi ce pays peuplé de 22 millions d'habitants peine-t-il à se relever? Comment expliquer qu'il ne profite pas de ses richesses et de sa position géostratégique? Jean-Claude Rabérifard est le grand témoin de votre 64 minutes. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste de Madagascar. Alors, Madagascar, c'est donc un pays qui a des ressources naturelles, qui a aussi une agriculture. Alors, comme ressources, il y a les mines. Il y a donc cette géographie qui pourrait potentiellement lui profiter dans l'océan Indien. Tout cela, c'est peut-être aussi la malédiction du pays, non ? Oui, c'est la malédiction du pays, bonsoir. Mais aussi, peut-être, il faut peut-être voir des problèmes structurels qui sont dans le fond aussi de ces événements actuels. Le pays, Madagascar, est un pays, comme on dit, un hotspot de la biodiversité, mais aussi un scandale géologique d'une certaine manière avec tous ces minerais, toutes ces ressources, etc., etc. Mais Madagascar, je dirais tout de suite que c'est un pays qui a eu son indépendance en 1960. Une indépendance octroyée comme beaucoup de colonies françaises, et qui n'est pas allée. Cette indépendance n'a pas abouti à une souveraineté. Donc très vite, il y a eu une crise de ce qu'on appelle le néocolonialisme à Madagascar, c'est-à-dire que les choses n'ont pas vraiment changé, la donne, l'exploitation du pays, les dominants du pays n'ont pas vraiment changé. Et voilà. Et les Malgaches n'en profitent pas. Donc moi je pense qu'il y a eu cette crise néocoloniale que l'on traîne depuis la fin des années 60. Et là, on est peut-être à une phase exacerbée de cette reconstruction néocoloniale, la réorganisation néocoloniale, parce qu'on a essayé plusieurs tentatives depuis la fin des années 60, y compris une transition socialiste, et puis maintenant, c'est une transition capitaliste qui n'arrive pas à se mettre en place. Alors, on va y revenir dans le détail. Vous avez donc une lecture plus économique, politique finalement de la situation de Madagascar. Alors l'histoire se répète en tous les cas. La situation électorale est bloquée. Les deux candidats finalistes revendiquent aujourd'hui la victoire. Notre partenaire, l'AITV, revient sur la situation. Des images commentées par Valérie Heurtel. Compter, comparer, valider. À Madagascar, la commission électorale est une ruche où les bulletins arrivent de toutes les provinces du pays. Après dépouillement d'un tiers des bureaux de vote, le candidat du pouvoir, R. Ratsonarimampionne, arrive en tête avec 52% des voix contre 48% pour Jean-Louis Robinson, son adversaire. Des résultats encore très partiels, pourtant dans les deux camps, on crie déjà victoire. D'après nos délégués de bureau de vote, nous sommes gagnants à plus de 60%. Même certitude chez son adversaire. Et de part et d'autre, on s'accuse de fraude. Bourrage d'urnes, bulletins précochés, directement mis en cause, la commission électorale indépendante se défend. Beaucoup d'observateurs sont présents ici à la Sénite. Ici, nous nous basons sur les bulletins qui proviennent des bureaux de vote. On ne peut pas changer le nombre de voix. Il faut être minutieux et prudent. C'est pour ça que le comptage prend du temps. À Madagascar, le ballet des hélicoptères a repris pour ramener dans la capitale les bulletins de vote des régions les plus enclavées. Pas de résultat définitif avant début janvier. Les observateurs appellent les candidats à la retenue. Tous maintiennent leur constat. Nous pouvons affirmer que d'après les paramètres et la méthodologie de l'Union européenne, nous avons assisté à un processus électoral libre, transparent et crédible. Du côté du pouvoir, on tente de calmer le jeu. Tous les agents administratifs ne doivent pas prendre position ni pour l'un ou l'autre des candidats, et les militaires, les forces de l'ordre, donc
devait observer aussi cette neutralité. Les observateurs demandent aux candidats de respecter le processus électoral jusqu'au bout et d'utiliser les voies légales de recours. Jean-Claude Rabet-Rifard, vous venez de l'entendre, libre, transparent et crédible, voilà ce que pense l'Union européenne. Ça vous paraît juste comme constat ? Depuis le premier tour, c'est le constat des missions d'observation européennes. Ils ont des éléments dans ce sens. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette histoire aujourd'hui, c'est qu'on est presque revenu en 2002. À la crise de 2002, la crise post-électorale, donc c'est à peu près les mêmes ingrédients, les mêmes comportements. C'est assez sophistiqué souvent dans les méthodes de contestation des dires des uns et des autres. Donc on a là des candidats qui se disent tous vainqueurs. Mais qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui ? Vous avez parlé de crise néocoloniale. On va peut-être d'abord rester sur la politique intérieure de Madagascar. Quelles sont les forces politiques derrière qui n'arrivent pratiquement jamais à s'entendre pour l'intérêt du pays ? Quelles sont-elles ? Les forces politiciennes, il y a 300 organisations qui essayent, je pense qu'on essaye de regrouper en quelques mouvances. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais aussi des querelles entre... Là, clairement, c'est des querelles entre deux businessmen qui sont à la source de ce qui se passe aujourd'hui. Deux hommes d'affaires, 2009, et là, André et Ravalomanan, qui sont presque des colonnes l'un de l'autre, d'une certaine manière. Et Marc Ravalomanan, oui, et qui est en Afrique du Sud en exil, d'une certaine manière. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a deux candidats, mais en fait, ce sont ces deux protagonistes de la crise de 2009 qui, en fait, se battent en ce moment par candidat, mais par les deux candidats interposés. Ça veut dire quoi, Jean-Claude Rabet-Rifard ? Ça veut dire que la France soutient un candidat et que l'autre est soutenu par d'autres acteurs extérieurs ? Non, je pense pas qu'un tel ou je pense pas que seulement un tel est soutenu par telle puissance. Je crois qu'il y a des enjeux énormes qui font que qu'on appelle ça ces ressources sont convoitées aujourd'hui par différentes puissances, des puissances anciennes, mais aussi des émergentes. On les voit sur les mines, sur les terres, sur le pétrole, etc., etc. Ce sont des multinationales donc qui sont poussées par les États. On sait que Total veut par exemple le groupe français veut explorer les sables bitumeux, les Américains également sont sur le terrain. Exxon vient d'avoir une validation de son contrat d'exploitation. Pas d'exploitation, mais d'exploration. Mais d'autres, des indiennes, des multinationales indiennes, des multinationales italiennes, des multinationales chinoises, sont sur différents projets, sur différentes ressources. L'île Ménite, les terres rares, des Allemandes et une Française, etc., etc. Alors, la société malgache, est-ce qu'elle est elle aussi divisée finalement ? Est-ce qu'on retrouve ce clivage politique au sein de la population ? Ou est-ce que finalement les Malgaches sont désespérés de ces bras de fer à répétition ? Vous avez évoqué 2002, crise électorale, 2009, crise électorale, coup d'État. En fait, c'est très contrasté parce que je pense que la population est très loin de ces enjeux-là. Les populations, à la base, je veux dire, il y a une partie qui est impliquée dans ces enjeux, dans ces bagarres d'une certaine manière. Donc, mais c'est pas toute la population. Et moi, je pense que il faut beaucoup de modération dans l'interprétation de ces événements. C'est pas les Malgaches ne se déchirent pas entre eux, quoi. Ce sont les hommes politiques qui se déchirent, les appareils politiques. Et heureusement, on a une société civile qui essaye, à mon avis, de remettre des choses en place. Une société civile qui est très active, mais avec très peu de moyens. Par exemple, je dirais que la feuille de route, ce qu'on appelle la feuille de route, c'est en fait, ça a été quelque chose qui a été, d'une certaine manière, initié par la société civile. Et toute cette démarche dite inclusive, pacifique, etc., c'est la société civile qui a amené ça depuis 2009. Et la politique, là-dedans, les politiciens, là-dedans, ils embringuent la chose pour leur intérêt. Vous savez, moi je dis, c'est des businessmen qui font de la politique pour utiliser leur place dans la politique pour faire avancer leurs affaires. Les deux camps, finalement, travaillent pour leurs intérêts avant l'intérêt du peuple. Je pense que c'est avant tout Alors, pour nos téléspectateurs, Jean-Claude Rabet-Rifard, qui ne connaissent pas la société malgache, c'est une société, on l'imagine, finalement multiculturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
multiculturel, mais là-dessus, il faut aussi beaucoup de pondération parce que il y a des choses, il y a des identités qui sont partagées dans ce pays. Il y a une langue qui est partagée avec peut-être des parlers différents d'une région à une autre, mais c'est un peuple uni. Donc voilà. Donc si on veut parler de multiculturalité, il n'y a pas de risque justement de tensions communautaires quand on le voit ailleurs sur le continent? Moi, personnellement, je ne le vois pas, parce que depuis qu'il y a des crises à Madagascar, c'est jamais parti dans ce sens. C'est des délires de politiciens qu'on voit dire que bon, ils sont de ceci ou de cela, contre ceci ou contre cela. Mais les gens, vous savez, là, moi je vois ces ordures, par exemple, c'est pas un bien de. C'est pas un bienfait pour la population. Justement, puisqu'on évoque les questions sanitaires, il y a le retour de la peste qui a déjà fait une 50aine de morts. Voilà. C'est quand même un signe qui en dit long sur le mauvais état d'un pays. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que moi, personnellement, je dis généralement qu'il y a un chaos à Madagascar, qui est un chaos que je caractérise de libéral, parce que bon, c'est depuis que le libéralisme est mis en place dans ce pays qu'on appauvrit de plus en plus le pays, les populations, on a tué depuis, on a éliminé depuis très longtemps. Il n'y a plus de service public depuis une trentaine d'années, de santé, d'éducation, etc. Tout est libéral, et c'est un appauvrissement que la Banque mondiale constate. Vous enseignez sur place à Madagascar. Que vous disent vos étudiants? J'enseigne. Quel est leur état d'esprit? J'enseigne de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, moi, je pense. Mais vous y retournez souvent, en tous les cas. Que vous disent-ils les Malgaches que vous rencontrez? La jeunesse, elle en veut, comme on dit. Elle essaye de trouver une solution dans cette affaire, mais elle est coincée par cette. C'est pas un problème de génération non plus, mais c'est vraiment un système qui peut favoriser quelques-uns, mais qui largue la grande majorité de la population. Dernière question, quel rapport la France entretient-elle avec son ancienne colonie? Vous avez évoqué à plusieurs reprises une sorte de néocolonialisme. La France est l'ancienne puissance coloniale. Concrètement, comment ça se passe? Moi, je crois que la France reste le premier partenaire de Madagascar. Historiquement, il y a une histoire qui est partagée. Même si, même y compris pour l'insurrection de 47 qui a fait des centaines de milliers de morts. C'est une histoire partagée qu'on essaye de vivre, je pense, qu'on devrait essayer de vivre de façon apaisée, constructive. La France, elle reste cette ancienne puissance coloniale, mais je pense que il faut revoir tout ça, le partenariat. Et puis, il n'y a pas que la France. Je veux dire, il n'y a pas que la France en ce moment qui lorgne sur des choses du pays. La Chine, par exemple. La Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. D'autres pays, même des émergents, beaucoup de pays émergents. Merci beaucoup Jean-Claude Rabérifard d'avoir témoigné sur TV5 Monde, spécialiste de Madagascar, sociologue. Merci à vous. Place maintenant.